Alors, quels sont les instruments? Quelles sont les mesures qui permettent justement de pratiquer ce protectionnisme? Donc, il y a plusieurs instruments, plusieurs manières de protéger une économie. Donc, ça commence avec les mesures juridiques institutionnelles, ben, ça va jusqu'à des mesures économiques, voire patriotiques. Ben, on va essayer d'énumérer l'ensemble des formes qui permettent justement de pratiquer le protectionnisme. Donc, il y a ce qu'on appelle le protectionnisme express. Ben, c'est des mesures assez directes, c'est des droits de douane, hein, donc, ou fermer les frontières, ou sinon imposer des tarifs et des taxes à l'entrée de chaque produit étranger sur le marché national. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le protectionnisme déguisé, hein, un peu tacite, c'est pas clair, c'est-à-dire qu'on est protectionniste, mais c'est pas affiché, mais on recourt à des contournements de la loi pour pratiquer le protectionnisme, ce qu'on appelle le protectionnisme déguisé, parce que les pays développés, l'Union européenne et les États-Unis pratiquent à merveille, c'est-à-dire que eux, officiellement, ils sont pour le libre-échange, ils signent des accords de libre-échange avec certains États, mais en même temps, ils pratiquent ce qu'on appelle un protectionnisme déguisé, c'est-à-dire qu'on va essayer d'expliquer comment. Donc, la première forme, c'est des barrières tarifaires, des droits de douane, des taxes à l'entrée. Donc, chaque produit étranger, pour qu'il accède au marché national, il doit s'acquitter des taxes, hein, des taxes qui peuvent aller à des sommes faramineuses. Parfois, c'est prohibitif, c'est-à-dire que les entreprises étrangères renoncent justement à vendre sur le marché national parce qu'ils ne peuvent pas subir cette taxe, parce que c'est plus rentable pour eux de se vendre dans ces pays-là, parce que justement la taxe a fait que leur produit devient très 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 cher par rapport au produit national. Donc ça, c'est la première forme, c'est la forme traditionnelle, exiger le paiement de droits de douane. Des barrières non tarifaires, donc il y a autre forme, ce qu'on appelle le système des quotas. Parfois, certains pays, en fait, demandent une limitation, c'est-à-dire qu'ils fixent la quantité d'un produit ou d'une marchandise qui peut admettre l'entrée sur son marché. C'est-à-dire qu'on va fixer un quota, c'est-à-dire que c'est, je ne sais pas, c'est 30%, 40%, 20%, etc., selon les négociations. De toute façon, c'est-à-dire que l'accès n'est pas totalement libre, mais en revanche, on va fixer une quantité limitée à ne pas dépasser ce qu'on appelle un quota. Il y a aussi une autre, mais c'est à peu près le même principe, hein, ce qu'on appelle les contingentements. Ça veut dire qu'on fixe une liste réduite de certains produits, c'est-à-dire qu'on va vous dire quels sont les produits qui ont le droit d'accès et quels sont les produits qui ne l'ont pas, etc. Il y a aussi le commerce administré. En fait, ça, c'est des accords bilatéraux entre les États qui peuvent parfois, en fait, se concerter pour décider d'arrêter temporairement les exportations et les importations mutuellement. C'est-à-dire que, par exemple, le Maroc, avec la Turquie, a déjà signé un accord de libre-échange. Le Maroc n'était pas très, très satisfait des résultats de ces accords de libre-échange. Il a renégocié avec la Turquie. Justement, il a limité, par exemple, les importations turques, hein, les importations turques en termes de produits d'acier. Parce qu'en fait, les entreprises marocaines se plaignent parce qu'ils ont perdu leur marché. La plupart sont dans des situations très, très difficiles. Et du coup, en fait, on a négocié avec la Turquie justement pour rehausser les droits de douane sur l'acier en provenance de Turquie, malgré le fait qu'on a déjà signé un accord de libre-échange avant. C'est-à-dire que ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que même si on a signé des accords de libre-échange, on peut, entre-temps, revenir sur certains alias, sur certains points, mais en concertation. C'est-à-dire qu'on se met d'accord les uns avec les autres. Il y a aussi d'autres formes, hein, ce qu'on appelle les restrictions administratives.
Ça, c'est ce qui se pratique, par exemple, aux États-Unis et dans l'Union européenne. Donc, parfois, sur les produits importés, on est très exigeant. C'est des règles administratives en provenance de l'administration. Oui, Mouad, vous avez une question? Mouad, si vous avez une question, allez-y, posez-la. Les quotas, oui. Donc, Mouad, les quotas. Donc, quota, ça veut dire que, c'est le terme quota, ça veut dire que on va fixer une quantité à ne pas dépasser. C'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, je vous donne un exemple un peu quelconque, mais pour faciliter la chose, c'est-à-dire que le Maroc, par exemple, va décider que il va accepter uniquement 100 voitures. Ben, je donne un exemple un peu quelconque comme ça, c'est du n'importe quoi, mais c'est juste pour clarifier un peu le sens. C'est-à-dire qu'un nombre limité 100 voitures par année en provenance de la France. C'est-à-dire qu'on va fixer une quantité à ne pas dépasser. C'est ce qu'on appelle un quota. C'est clair? Donc, s'il y a d'autres questions, ben, oui, je suis toujours preneur, ben, poser des questions. Donc, les quotas, le système de quotas, c'est-à-dire qu'on va limiter, on va fixer une quantité à ne pas dépasser d'un produit donné ou d'une série de produits. C'est-à-dire que je veux dire que je n'admettrai pas plus que 100 voitures par année ou par mois, etc. Contingentement, c'est à peu près le même principe. C'est juste les appellations qui sont un peu différentes, mais c'est à peu près le même esprit, c'est le même principe. C'est-à-dire que, par exemple, pour certains produits, voilà, je vais, par exemple, des produits agricoles, ben, je vais prendre, par exemple, une série pour lesquelles l'accès au marché national est libre et l'autre ne l'est pas. C'est à peu près le même principe que celui des quotas. C'est clair? Monsieur, merci beaucoup. Donc là, je reviens aux restrictions d'ordre administratif. Donc, il y a plusieurs manières. C'est-à-dire que, par exemple, les pays de l'Union européenne, ils sont très, très exigeants envers les produits agricoles, surtout agricoles, en matière de traçabilité, de normes excessives, c'est-à-dire que parfois, ils contrôlent ben, la contenance de chaque produit. Est-ce qu'il est très polluant? Est-ce qu'il est très toxique, etc. Donc, ils peuvent aller jusqu'à mesurer le contenu de certains produits. Ben, et après, donc, en fait, ils ont établi des normes. Ben, c'est-à-dire que, par exemple, est-ce que c'est un produit toxique? Ils le font surtout pour les produits en provenance d'Asie, sur les produits, les jouets, etc. Ils regardent est-ce que c'est toxique, etc. Ils regardent ils regardent la composition chimique de certains produits, etc. Et parfois, ils peuvent refuser l'accès de leur marché au seul prétexte que ce sont des produits qui sont dangereux. Ben, ce sont des produits où ils ont un taux de toxicité qui est élevé. Donc voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas du protectionnisme tarifaire, mais en fait, c'est des réglementations administratives qui visent parfois que justement pratiquer des protectionnismes déguisés. Ils le font, par exemple, les premières années, le Maroc a signé un accord de libre-échange avec les États-Unis. Ben, le Maroc comptait exporter des agrumes, des clémentines, etc. Ben, la première année, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que en fait, les Américains ont dit que en fait, ben, ce sont des produits qui sont de mauvaise qualité. Ils ne peuvent pas les admettre sur leur marché national. Donc voilà, en fait, parfois, c'est
c'est de la ruse justement pour pratiquer le protectionnisme. Hein, donc, des normes environnementales, culturelles parfois, c'est-à-dire que leur demande parfois que le produit, il faut qu'il soit écrit en langue naturelle, etc. C'est-à-dire que parfois, c'est des pratiques qui visent justement à empêcher l'accès de certains produits sur le territoire national. Les pays de l'Union européenne, ils sont en train de réfléchir justement à, fixer ce qu'on appelle, ce qu'ils ont appelé en fait l'émission de carbone, c'est-à-dire que les pays asiatiques, notamment les produits en provenance de Chine, ne sont plus admissibles sur le marché européen au seul prétexte que ben, ils sont produits en Chine, ben, ils font un trajet très lent et du coup en fait les bateaux etc qui les transportent émettent beaucoup de gaz à effet de serre, donc en fait et du coup en fait ben, ce sont des produits jugés assez polluants, assez hostiles à la nature et du coup en fait ben, ces produits au seul prétexte que ils sont leur acheminement a provoqué beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, ils ne sont pas tolérés à accéder au marché européen. Ils ne l'ont pas encore mis en place, mais il y a des politiques qui, justement, qui cherchent à mettre ça comme restriction administrative envers les produits asiatiques. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle les barrières d'ordre économique. Hein, donc, il y a vraiment toute une panoplie de mesures pour mettre en place un protectionnisme. Donc, on a parlé des tarifaires et des non tarifaires, mais aussi des barrières d'ordre économique. Ben, l'instrument commercial, c'est ce qu'on appelle, par exemple, pour justement certains États, ben, ils accordent des subventions à leurs entreprises nationales, justement pour devenir compétitives vis-à-vis des produits étrangers. Ben, les Européens sont les champions en la matière, c'est-à-dire que, par exemple, la France accorde des subventions à ses agriculteurs, justement pour garder la production du lait français. C'est-à-dire qu'ils savent que si ces entreprises agricoles ne sont pas aidées par l'État financièrement, ben, ils vont fermer. Pourquoi? Parce que le produit français coûte beaucoup moins cher que les produits importés. Et du coup, en fait, l'État a toujours accordé des subventions, des aides financières à ces entreprises agricoles, justement, pour maintenir la production. Ça, c'est en fait un instrument protectionniste. Le fait d'accorder des aides financières, ça permet la survie de ces entreprises agricoles et du coup, c'est aussi en fait une arme contre les produits agricoles étrangers. Donc ça, c'est l'instrument commercial et aussi l'instrument fiscal, c'est-à-dire que certains États appliquent ce qu'on appelle la TVA sociale. Ça veut dire que ils savent que sur certains types de produits, ben, ils importent presque 100%. Et du coup, en fait, ils appliquent un taux de TVA un peu différent par rapport à la TVA normale. C'est-à-dire que, par exemple, si je sais que j'importe 100% des voitures, ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais appliquer un taux de TVA supérieur au taux normal, justement parce que je sais que ce sont des produits importés. C'est-à-dire que l'État gagne de l'argent, justement, et essaye de dissuader, justement, ces produits étrangers, ce qu'on appelle de la TVA sociale. Donc, ce n'est pas des droits de douane, hein, ce n'est pas
des instruments tarifaires, mais en fait, ils disent que la TVA, c'est une décision souveraine, etc. Mais je cible, c'est-à-dire que je sais que tel produit est à peu près à 100% en provenance de l'étranger, je peux décider d'augmenter la TVA sur ces produits-là. Toujours dans les barrières économiques, il y a un instrument assez important, ce qu'on appelle la politique de change. On va y revenir dans un chapitre, le 3, je pense. Donc, il y a en fait, des pays-là recours à la dévaluation de leur monnaie pour rendre leurs produits plus compétitifs que les produits étrangers. Donc, c'est un argument, c'est une barrière d'ordre économique appliquée par les pays protectionnistes. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que parfois, j'avance un peu rapidement. Est-ce qu'il y a des questions? Un autre argument, ça c'est un peu ça rentre dans ce qu'on appelle dans le patriotisme, dans le nationalisme. Dans certains pays, par exemple, pour protéger les entreprises nationales et les produits nationaux, parfois ils exhortent, ils demandent aux consommateurs locaux d'acheter, de préférer le produit national au produit étranger. Et parfois, par exemple, c'était en 2012, il y avait un ministre de l'économie, redressement productif, Arnaud Montebourg, il s'appelle. Il a en fait exhorté les entreprises françaises et les grandes surfaces françaises à mettre le drapeau français sur les produits français, justement pour susciter ce sentiment d'appartenance pour que le consommateur français achète le produit français et non pas le produit étranger. Donc, on peut aller plus loin dans la protection de l'économie nationale, des produits nationaux, en mettant en avant justement des arguments d'ordre patriotique. C'est-à-dire que le patriotisme, etc., lorsqu'il y a le drapeau, on a tendance par patriotisme à acheter le produit national au détriment des produits étrangers. C'est-à-dire qu'on peut aller plus loin dans le protectionnisme. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous êtes là? Oui, monsieur. Parfait. Oui, monsieur. D'accord, donc c'est bien. Monsieur, oui. Il y a une question de la part de Moussa Bahsi. Oui. Une question de la part de Moussa Bahsi. Oui. C'est quoi la question? C'est pas moi, monsieur, c'est de Moussa Bahsi. Monsieur, au cas du Maroc, le protectionnisme intelligent pourrait aider le Maroc pour faire face à la concurrence mondiale ou non? C'est quoi déjà parce que qu'est-ce que ça veut dire je vais essayer de répondre, mais parce que la question n'est pas parce que intelligence, qu'est-ce que ça veut dire intelligent? Le Maroc, et on va voir ça, enfin, je pense qu'on l'a vu l'année dernière, a signé est membre de l'OMC. D'ailleurs, on a dit que la conférence fondatrice de l'OMC a été tenue à Marrakech, au Maroc. Donc, le Maroc est membre de l'OMC, donc, et s'est engagé à baisser progressivement les droits de douane sur les produits en provenance des produits membres de l'OMC. Mais il n'a pas profité, ça on l'a vu l'année dernière, de ces accords de libre-échange. Et en plus, en parallèle, le Maroc a signé des accords bilatéraux avec les États-Unis, avec l'Union européenne, avec la Turquie, etc. Et malheureusement, le bilan est aussi négatif pour le commerce extérieur marocain. Est-ce qu'un protectionnisme, c'est une question assez délicate,
de toute façon, c'est-à-dire que le constat, on l'a déjà dit que le commerce extérieur, c'est le bas blesse de l'économie marocaine. Donc, si on a des taux de croissance faibles, c'est parce que notre commerce extérieur n'est pas concurrent. Du coup, ça pose un grand problème. Le protectionnisme, on l'a ici. C'est-à-dire que dans les années 70, 80, etc., on n'avait pas d'accord de libre-échange. On a dit que l'adhésion au GATT, ça date à 87. Est-ce que le fait je ne sais pas, par exemple, j'imagine un scénario qui consiste à ce que le Maroc quitte, par exemple, l'OMC. Ça serait très difficile, ce n'est pas une affaire simple. Est-ce qu'en fait, son économie va en profiter? Je ne le crois pas. Parce que on n'est pas capable, nos entreprises ne sont pas capables de produire des produits basiques. Hein? Donc, je ne sais pas. Donc, c'est une question assez complexe. Ce n'est pas difficile parce que j'ai une opinion bien tranchée. Hein? J'ai vraiment une position par rapport à ça. Je ne vais pas vous le dire pour ne pas vous influencer. Mais je pense que c'est une question assez complexe. Hein? Donc, avec plusieurs faces. Le protectionnisme, on ne peut pas le faire parce qu'on est membre de l'OMC. C'est des accords internationaux qu'il faut respecter. Et même le fait qu'on n'y soit pas, par exemple, regardez l'Algérie, c'est une économie un peu comparable, c'est des voisins. Ça change pas grand-chose par rapport à leur commerce extérieur. Eux, ils ont l'avantage d'avoir du gaz. Leur balance commerciale peut être excédentaire parce qu'ils exportent le gaz. Mais en fait, leur économie n'est pas meilleure que la nôtre. C'est-à-dire que si vous regardez les exportations algériennes, c'est plus que 95%, c'est des produits pétroliers, c'est du gaz. Donc, je ne pense pas que le fait qu'on va appliquer un protectionnisme sera la panacée pour l'économie marocaine. Mais c'est une question de débat. C'est qui a posé la question? C'est Monsef, ça s'appelle, non? Bersine, c'est M. Bersine. C'est une question assez intéressante. Lorsqu'on va reprendre, Inch'Allah, peut-être les cours en présentiel, on aura discuté. Mais vraiment, c'est une question assez passionnante et assez... il y a beaucoup d'arguments à faire valoir dans le débat. Oui. Oui. Le Maroc, c'est à peu près là. Pardon, monsieur. Oui. Monsieur, il y a une personne dans la salle d'attente. Elle rencontre des problèmes de connexion. Elle était présente dans le début de la... Mais je ne l'ai pas sur la... À chaque fois, moi, je fais que ça. Parfois, lorsque je m'arrête, c'est parce que j'allais à la salle d'attente pour accepter. Il n'y a personne sur ma salle d'attente là. À chaque fois que j'accepte les gens, mais je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes de connexion, mais aucun problème. À chaque fois que je vois que quelqu'un attend, je lui ouvre la porte de la rue. Donc, pour le moment, il n'y a personne. D'accord, merci, monsieur. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, voilà, pour conclure sur ce chapitre, le chapitre sur les théories, hein, pour le commerce international, entre ceux qui sont pour le libre-échange et ceux qui sont pour le protectionnisme. C'est-à-dire que le constat actuel, les dernières années, sont marquées par une résurgence des idées protectionnistes à les pays développés, les États-Unis, l'Union européenne, qui étaient favorables au libre-échange. Ils sont en train de revoir leur copie. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté qu'ils sont en train de perdre du terrain au profit de certains pays émergents, notamment la Chine. Hein, c'est-à-dire que la plupart des pays développés, anciennement développés, que ce soit les États-Unis, la France, les pays européens, excepté l'Allemagne, ils ont des balances commerciales déficitaires. Donc, ça veut dire qu'ils sont battus dans le combat du commerce extérieur. Donc, c'est-à-dire que leur économie a perdu de sa compétitivité. Et du coup, en fait, ils sont en train de revoir leur position. Peut-être la preuve, c'est le président américain ne fait
le président sortant, là, Donald Trump, n'a fait pendant ces 4 années de mandat que justement menacer les produits chinois et les produits européens des hausses des droits de douane, etc. Ben, donc ça veut dire que le temps actuel, c'est un temps vraiment marqué par une victoire, peut-être une victoire pas définitive du libre-échange, enfin du protectionnisme. Et paradoxalement, les pays qui sont pour le libre-échange, dans le passé, c'était les pays développés, dans le 18e, le 19e siècle jusqu'au 20e siècle, c'était les pays développés. Là, paradoxalement, ce sont les pays en développement, c'est le Brésil, c'est la Chine, c'est la Turquie qui sont pour le libre-échange. Et on constate un recul et une réticence du libre-échange dans les pays développés, que ce soit les États-Unis ou l'Union européenne. Donc voilà la conclusion de la situation actuelle entre le libre-échange et le protectionnisme. Donc il y a toujours en fait, depuis toujours, il y avait toujours en fait des phases où c'est le libre-échange qui l'emporte, des phases où c'est le protectionnisme qui l'emporte. Actuellement, on est dans une crise, la crise de 2008, plus la crise sanitaire là, en fait, la tendance est favorable au protectionnisme, aux pratiques protectionnistes. Hein? Donc, voilà, donc, pour résumer un peu la situation. Bon, donc là, pour le temps qui reste, donc on a fini ce chapitre. Donc, je vous laisse le temps si vous avez des questions à me poser. Oui? Toutes les questions, ben, tous les éléments qui n'étaient pas suffisamment clairs, pas suffisamment expliqués, je peux y revenir sans aucun problème. Donc, je pose aussi toutes les questions. Enfin, je réponds à toutes les questions, c'est-à-dire sur les opinions, etc. Et je vous poserai une question, moi alors. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Est-ce que vous êtes pour le libre-échange ou pour le protectionnisme? Quels sont vos arguments? Si vous avez des opinions, si vous avez forgé déjà une opinion par rapport à ça. Donc la parole est à tout le monde. Hein, si quelqu'un veut réagir, est-ce que vous pensez que pour l'économie marocaine, le meilleur c'est le libre-échange ou le protectionnisme et pourquoi? Sachant qu'on a exposé les arguments des uns et des autres, donc je pense que vous pouvez faire forger une opinion, une idée par rapport à tout ça. Oui? Monsieur, Oui? je pense que le libre-échange est plus bénéfique pour le Maroc Oui? pour la simple raison que le protectionnisme présente un argument, celui de l'isolation de l'économie en cas de crise mondiale. Oui? Mais on sait que l'économie mondiale est toujours relative. Donc, il n'y a pas toujours des crises, mais il y a des montées Oui? économiques. Et à Ouais. travers cela, le Maroc va bénéficier de ces montées. Parce Ouais, que donc les crises ne se manifestent qu'une fois dans 10 ans. donc vous êtes beaucoup plus pour le libre-échange. Oui. D'accord. D'autres opinions? Oui?
Bah, sinon, si vous n'avez plus de questions. Oui, allez-y, je vous en prie. Monsieur, je suis plus vers, je vire plus vers la théorie du libre-échange Ouais. parce que je pense que le Maroc ne peut pas s'autosuffire concernant différentes productions. Ouais. Les productions les plus primordiales, pardon, Ouais. sont manquantes. Donc, si on s'autosuffit, si on se retourne vers nous-mêmes, je ne crois pas qu'on pourra satisfaire les besoins des différents consommateurs. Oui, ben, c'est un argument qui tient. Oui, c'est-à-dire que le pétrole, on ne le produit pas, bon, on peut pas le produire national, donc on est obligé de l'acheter de l'extérieur. Oui, aussi, il y a des produits qu'on n'est pas capable de produire et donc forcément, on est amené à faire du commerce avec les autres. Donc, on est beaucoup plus pour le libre-échange, oui. Bah, sinon, on s'arrête là pour aujourd'hui. C'est bon? Donc, je vous dis à la semaine prochaine. D'accord, merci monsieur. Au revoir. Merci monsieur. Merci monsieur. Au revoir, Au revoir, monsieur.